l'édition Dupuis pour y rencontrer le rédacteur en chef du journal Spirou. Voilà, et donc nous sommes montés dans les bureaux de la rédaction de Spirou et nous rencontrons donc aujourd'hui dans notre séquence derrière le masque Morgane Dissalia qui va nous recevoir bien aimablement et répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, tu peux le retirer effectivement puisque nous sommes tous vaccinés. Et donc nous avons tous les éléments qu'il nous faut pour pouvoir passer cette interview le mieux possible. Donc grand merci de nous accueillir dans ces locaux qui me font quand même un petit effet. Toujours comme ça. Alors ma première question, elle est toujours assez basique, assez classique et traditionnelle. En 3 mots, qui es-tu ? En 3 mots. Oui. Alors, c'est comme ça que c'est mon profil sur les réseaux sociaux. Donc, je suis un historien égaré, un lecteur curieux et un amoureux de bande dessinée. Et un amoureux de bande dessinée. Ouais. Ça résume assez bien ce que j'ai pu faire depuis une vingtaine d'années. Tu as quand même la chance de pouvoir avoir fait depuis une vingtaine d'années tout ce que tu avais envie de faire. Pratiquement. J'ai pas conduit une Formule 1 encore. Pas encore. Pas encore. Mais je connais Michel Vaillant maintenant, donc peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Une des dernières acquisitions de Dupuis, c'est quand même Michel Vaillant. Oui. On a fait une chronique effectivement sur les histoires courtes tome 1. Et comme je disais, effectivement, c'est un petit plaisir. J'avais comparé une petite Madeleine parce que j'avais retrouvé des histoires, notamment dans Tintin Sélection, que j'ai aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir publier ou de récupérer des héros pareils quand on est rédacteur Michel Vaillant, c'est pas pour Spirou, c'est vraiment sa vie en dehors du journal, parce que c'est vraiment très lié à l'histoire de Tintin, même si j'apprécie énormément la série, et je trouve qu'elle a pu être relancée de manière très intelligente depuis une dizaine d'années. En fait, sur Michel Vaillant, on s'est posé les bonnes questions. Que serait une entreprise française qui construit des voitures au XXIe siècle ? Ça ne peut plus être une usine avec 5000 ouvriers et pas de problème et tout ça. Donc, si vous avez lu, sans spoiler, parce qu'on est déjà presque au numéro 10 de la deuxième saison de Michel Vaillant, ils ont mis le doigt sur les problèmes que pouvait connaître ce genre d'entreprise. Et c'est un nouveau départ pour la série qui est, je trouve, très intelligent. Lapierre et Philippe Gratton se sont posés les bonnes questions. Et c'est très réjouissant de pouvoir faire vivre un personnage aussi ancien et iconique que Michel Vaillant en le modernisant, sans trahir ce qu'il a été. Et c'est ce qu'on fait dans les maisons d'édition comme Dupuis qui ont une longue histoire, c'est qu'on a des personnages iconiques auxquels les gens sont très attachés. Il faut réussir à leur donner, à faire en sorte qu'ils soient de leur temps, sans les dénaturer. Et ça, c'est tout le jeu d'équilibre qu'on fait sur plein de séries, dont Vaillant, mais aussi Spirou forcément, et d'autres séries. Mais Spirou, il est assez ancien. Il est quand même pas tout jeune. 84 ans. Tu es fan de BD depuis quel âge ? Je suis abonné à Spirou depuis que j'ai 7 ans. Donc ça fait bientôt 33 ans. Et je viens d'une famille où la bande dessinée était très importante. Et donc dès que j'ai été en âge de lire, j'ai lu de tout, avec un attachement pour les années 60, qui sont vraiment la période qui m'a donné le goût à la bande dessinée. Will, Peyo, Machereau, Franquin, bien sûr, Hergé, évidemment. J'ai toujours été plus attiré par la bande dessinée fantaisiste et humoristique, et donc, naturellement, j'ai plutôt été Spirou que Tintin. Journal Spirou plutôt que Journal Tintin. Et puis, à l'adolescence, j'ai eu un petit creux où j'ai un peu moins lu BD, et puis à l'adolescence, je m'y suis remis beaucoup à travers les bandes dessinées de l'association Lewis Trondheim, où j'ai trouvé une espèce de filiation. Bien sûr, c'était une bande dessinée moderne et un peu plus adulte, mais on sentait bien que ces gens-là avaient lu Spirou, avaient lu Tintin, ils connaissaient leurs classiques et ils injectaient leur personnalité dans ces classiques-là, et donc ça m'a redonné goût. Et puis après, quand tu remets le doigt dans la bande dessinée, avec la vivacité qu'il y a dans la bande dessinée depuis 20-25 ans, tu as l'embarras du choix, donc il y a quasiment un chef-d'œuvre par semaine. Donc, faut en profiter, c'est agréable. Et quels sont, parce que tu as cité les auteurs tout à l'heure, mais quelles sont les séries qui t'ont influencé ? Parce que il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres, dans le sens marqué, pas forcément influencé. Mais... Clairement, moi je suis un grand fan de Spirou et Fantasio. Je pense que c'est une série qui a réussi à connaître plein de vies différentes, plein de sensibilités différentes. Le Spirou de ma génération, c'est celui de Tom et Jean-Ry, forcément. J'ai 40 ans cette année, donc celui qui m'a marqué, c'est le premier que j'ai découvert finalement, même si je suis un grand admirateur de l'époque de Franquin aussi. J'ai eu beaucoup de tendresse pour ce JG. J'aime aussi la vivacité de trait de Menuera. Donc c'est une série qui est importante pour moi.
Et j'adorais Tiff et Tondu quand j'étais gamin. Je trouve que c'était lié sans doute à un amour naissant pour moi du récit policier décontracté. C'était plutôt ça, Tiff et Tondu. Et puis Will, quelle élégance, quoi. C'est sans doute le plus beau dessinateur, le plus classe qu'on ait eu dans Spirou. Et il y en a eu plein. C'est difficile d'en laisser que un. Mais je veux dire, quand vous êtes un enfant, vous plongez dans la bande dessinée, c'est quelqu'un qui avait réussi à faire la synthèse entre la peinture et la bande dessinée, en restant hyper lisible. Donc je pense que c'est un de mes premiers chocs artistiques positifs, en fait, Will. Je pense que c'est sans doute pour ça que j'ai adoré Tiff et Tondu. Alors, tu as quand même une très très longue carrière justement dans la culture et tout. Oui. J'ai fait que ça, en fait. Comment fait-on pour arriver à être rédacteur en chef de Spirou ? Alors, je pense qu'il faut creuser sa passion et être patient. Il faut toujours être curieux et toujours se cultiver, jamais prendre les choses pour acquis. Faire les choses avec beaucoup de sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Ça a toujours été un peu ma devise dans le boulot. Et j'ai eu la chance de travailler dans le monde de la culture longtemps, tout en ayant des expériences dans la bande dessinée sur le côté. Et l'un nourrit l'autre, en fait. Et puis, à un moment, il y a une part de chance aussi. Vous êtes la personne au bon endroit au bon moment, et puis on vous propose de prendre soin d'un journal mythique, et vous faites semblant d'hésiter 5 minutes, mais en fait, vous savez dès le départ que vous allez le faire. Quand tu l'as pris en main, il y avait eu des petits bouleversements, il y avait quelqu'un avant toi qui avait été nommé juste 2 ans. Ouais. Comment s'est fait cette transition où tu arrives alors que l'ancienne rédactrice était à peine nommée? C'est toujours comme ça. Quand un rédacteur ou une rédactrice en chef s'en va, il y a toujours un petit moment de transition. J'ai eu, en fait, comme j'ai eu 5 mois avant mon arrivée, parce que je devais terminer mon précédent travail. Oui, tu as été nommé en janvier et tu rentres en fonction en juin. En juin, en fait, c'était à ma demande parce que moi, je suis quelqu'un de loyal et je ne voulais pas abandonner le centre culturel dont je m'occupais avant que la saison soit finie, avant que le financement pour les 5 années suivantes soit garanti. Ouais, donc ça, c'était ma seule condition pour accepter Spirou, c'était laissez-moi terminer mon travail précédent, ce que les éditions Dupuis ont accepté. Et je pense que voilà, il faut rester soi-même aussi, il ne faut pas partir à tout prix. Donc ça m'a permis d'avoir du temps pour réfléchir un peu à comment j'avais envie qu'on organise le journal, la rédaction avec toute l'équipe. Et j'ai pu faire des consultations en fait pendant ce temps-là. Donc je terminais ma mission de travail précédente. Et puis pendant les 5 mois qui ont précédé, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont travaillé pour le journal, des auteurs, d'anciens rédacteurs en chef, des gens de la presse dans d'autres domaines, pour me nourrir de leurs réflexions. Donc en arrivant, l'équipe tournait quand même. Je pouvais compter aussi sur l'expérience de Frédéric Nifle, qui en plus d'être un ami et quelqu'un d'expérience dans le journal. Et qui avait été rédacteur en chef déjà. Qui avait été rédacteur en chef donc auparavant. Donc c'est très précieux de pouvoir travailler avec lui, qui a déjà connu beaucoup de choses dans l'édition. Lui, ça fait 30 ans qu'il est uniquement dans l'édition BD. Donc forcément, c'est un vrai atout pour la rédaction de pouvoir compter sur lui, et son expérience et son œil de graphiste. Donc ça, déjà, c'est un avantage. Samedi dernier, j'étais à la Côte et j'ai croisé quelqu'un qui semblait bien te connaître, qui te connaissait même très bien, Nicolas Anspach. Oui. Et il nous a fait un petit message pour toi. Ah d'accord, chouette. Bonjour Nicolas. Non, ça va. Écoute, comme nous sommes un peu comme ça, il se fait que vendredi prochain, je rencontre une personne que tu m'as dit que tu connaissais super bien, Morgan. Si tu avais un petit message à lui faire passer, que dirais-tu ? Dans la carrière de Morgan, ce que je trouve admirable, c'est qu'il a été directeur d'un centre culturel à Carnion, dans une région un peu défavorisée du côté de Mons, Charleroi, et il a toujours veillé à ouvrir la culture vers les autres et vers des populations qui sont un peu défavorisées, en amenant un léger élitisme compréhensible à tous vers ces populations-là, dans ses choix qu'il avait dans cette maison culturelle, et dans sa programmation. Si tu pouvais lui poser une question, parce que je suis là dans le cadre de mes capsules derrière le masque, et donc, imaginons-nous que je me repose 15 secondes, et donc tu lui poses une question. Quelle serait la question que tu aimerais lui poser, et sur laquelle tu aimerais évidemment avoir une réponse ? Justement, comment envisages-tu cette prolongation d'état d'esprit que tu avais à Carnion à travers le journal de Spirou ?
Morgane, c'est à toi de répondre maintenant. Je pense que le reste, c'est juste à se souhaiter une excellente interview et je vais te laisser continuer ton petit plat. Et un grand merci Nicolas en tout cas. Et bravo Morgane pour ce que tu fais. C'est très sympa. Mais... Voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui est important pour moi de pouvoir utiliser la culture pour que les gens puissent s'élever spirituellement et se sentir mieux dans la vie, parce que je crois que ça sert principalement à ça. On l'a bien vu, c'était tellement difficile de vivre le confinement sans culture à part les livres, c'était déjà pas mal. Naturellement, dans les choix pour Spirou, il y a une grande tradition dans le journal d'apprentissage amusant, de gai savoir, comme on disait dans le temps. Et c'est des choses qu'on essaye de développer pour les prochains mois. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup amusé ces 2 dernières années parce que l'ambiance générale était compliquée dans le monde avec la pandémie. Donc on a voulu faire en sorte que ce soit l'accent mis d'abord sur le divertissement. Maintenant que ça va un petit peu mieux, on a envie aussi que nos lecteurs puissent apprendre des choses dans le journal. On a plusieurs projets dans cette direction-là qui vont bientôt apparaître dans les pages de Spirou pour apprendre des choses sur l'histoire, des choses sur le monde contemporain, sur l'écologie et la préservation de la planète. Donc, je pense qu'avec les périodes caniculaires que l'Europe et le monde traversent, ce sont des choses auxquelles il faut sensibiliser les lecteurs du journal, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et à travers des fictions, je pense. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la fiction pour apprendre des choses. Je donne toujours le même exemple, mais le meilleur cours de sciences politiques qui ait jamais été fait, c'est le Schtroumpfissime. Donc si on peut sensibiliser à des sujets importants pour l'avenir de l'humanité dans Spirou, je crois que ça passera par des fictions et c'est vers ça qu'on travaille en tout cas. Mais l'idée de reprendre effectivement un Spirou qui soit plus pédagogique, plus éducatif et tout, il y avait déjà dans les anciens Spirou, je me rappelle dans les années 70 et tout, il y avait des pages complètes avec effectivement des histoires de l'oncle Paul, etc. Donc c'est amusant, finalement, c'est un peu revenir à cela. Oui, sauf que avec moins de texte probablement. À cette époque-là, c'était un peu édifiant, c'était vraiment peu l'assommoir, quoi. Donc on essaye de le faire d'une manière peut-être plus ludique ou plus décontracté parce que l'époque est différente. On ne s'adresse plus aux jeunes de 2022 comme on s'adressait aux gens de 1972. Donc forcément, il faut trouver un ton différent, il faut trouver les bons auteurs pour le faire. En fait, c'est ça. Et ça pourrait passer par des QR codes ou dans le journal Spirou, effectivement, on parle d'un sujet, puis subitement on a un QR code qui nous envoie vers une vidéo que vous auriez tournée dans les bureaux avec des auteurs, des choses comme ça, et essayer de mettre un peu plus de numérique. C'est quelque chose qu'on forcément on explore parce qu'on est un journal moderne. Simplement, il y a un paradoxe qu'on vit aussi, c'est que les gens ont eu beaucoup d'écrans depuis 12-15 mois parce que le travail, le divertissement, les relations sociales passaient par les écrans. Et on a beaucoup de retours de lecteurs qui nous disent le plaisir de lire Spirou, c'est de se déconnecter un petit peu. Donc quelque part, on a très envie de développer des choses multimédia. Et d'autre part, on se rend compte que les lecteurs sont contents d'avoir une déconnexion aussi en lisant Spirou. Donc il faut qu'on jongle entre ces deux envies qui sont un peu contradictoires finalement. Moi, je suis parent de 2 jeunes garçons. Je dois parfois limiter leur temps d'écran. Jamais je leur limiterai leur temps de lecture papier. Et je sais qu'il y a d'autres parents lecteurs de Spirou qui sont dans cette situation-là. Donc on essaye, sans tourner le dos bien sûr, parce qu'on a envie d'avoir des choses numériques. La semaine prochaine, vous allez voir, il y aura des chansons de Spirou qui seront en bonus sur le site. Ça part d'un strip dans le journal en papier, et puis vous pourrez écouter les chansons sur le site spirou.com. Donc on essaye qu'il y ait des choses comme ça, mais on sait aussi que nos lecteurs attendent une expérience papier d'abord. Donc les QR codes, pourquoi pas, mais à ce jour, on n'a jamais eu un fort taux de lecture à partir de ça. Ouais. Et depuis 2 ans que tu es rédacteur de Spirou, donc quel a été ton plus gros défi ? La pandémie, clairement. C'était une année horrible. J'espère que ça ne s'est pas senti en lisant le journal, mais avec toute la rédaction, on a beaucoup souffert. Faire le journal en confinement, devoir faire face à des fermetures d'imprimerie, à des cas de coronavirus chez notre diffuseur, notre emballeur, changer d'imprimeur un matin à 9h pour l'imprimer à 16h. Enfin, il y a eu des prouesses qui ont été faites. On n'a pas été vantard, on n'a pas crié sur tous les toits, mais ça a été vraiment très très difficile. Vraiment très difficile, et je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe qui travaille à la rédaction parce qu'ils ont été très costauds et très résilients parce que c'était vraiment une année très difficile. Oui, et si je rajoute à ça, petite parenthèse, le fait qu'on a
une petite source m'avait informé que vous aviez en plus eu des problèmes informatiques ces Ouais, derniers on a mois. aussi une attaque informatique. Mais rien n'est sorti, n'a transpiré dans les Non. Spirou, tout est C'était publié, public. donc c'est quand même un travail phénoménal. Quand la pandémie a Comment commencé, fait-on pour sortir un Spirou sans ordinateur, sans serveur, sans enfin sans le côté informatique? Parce que ça, Ben, aujourd'hui, au 21e siècle, comment c'était fait-on? compliqué. On avait quand même les ordinateurs, on n'avait pas les connexions, donc on a travaillé des clés USB, on a travaillé à l'ancienne, on a recorrigé des planches qui avaient déjà été corrigées. Moi, j'ai dit au début de la pandémie, j'ai dit à l'équipe, parce que la direction se posait la question, est-ce que vous voulez faire une interruption dans ce bureau? J'ai dit, il y a une seule interruption, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas qu'on soit la deuxième équipe à faire une interruption. Donc s'il le faut, on ira livrer à la main chez les lecteurs le journal. Évidemment, c'était juste pour motiver les gens. Et tout le monde a été très courageux dans l'équipe pour y arriver. Donc c'était avec beaucoup de volonté et quelques cheveux blancs en plus. C'était ça les ingrédients. J'ai retrouvé dans celui de la semaine dernière, donc ça c'est le prochain, hein, c'est le juillet, Oui. quelque chose qui m'a bien fait rire, parce que c'était également quelque chose que j'avais vu dans d'anciens, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir bien rigolé. Je pense que l'équipe elle-même s'est très très bien amusée. C'est un roman photo. Mm-hmm. Ah oui. Comment fait-on? Il faut... Alors le principe d'un roman photo, c'est qu'il faut très, très mal jouer la comédie. Donc là, on était tous équipés parce qu'on est tous très mauvais acteurs. Il faut effectivement surjouer. Et puis c'est rigolo parce que c'est une grande tradition dans Spirou de montrer les coulisses, de montrer ce qui se passe dans la rédaction. C'est ce qu'on fait dans l'édito de Fabrice et Fab Caro depuis quelques années. C'était le cas pour l'atelier Mastodonte, ça a été le gang Mazda, ça a été Gaston Lagaffe. Il y avait le boss aussi. Il y a eu le boss, effectivement. Donc, il y a eu Pauvre Lampile. Dans l'histoire de Spirou, il y a toujours eu ça. Et donc faire un roman photo qui montre l'envers de la rédaction, c'était très amusant à faire. Mais surtout, c'est un roman photo qui lance quelque chose qui va durer pendant quelques numéros. Ah Donc il un faudra petit scoop. être attentif Un petit scoop. à la lecture de Spirou, vous allez voir que c'est que le début. Ah, super. Donc ça, c'est... En dehors alors de... Question suivante. En dehors du fait qu'effectivement, bon, ben voilà, malgré la pandémie, malgré l'attaque hacker sur le serveur et tout, parce que ça, on va les mettre un peu sur le côté, quelle est la réalisation depuis 2 ans dont tu es le plus fier? C'est difficile parce que... Quel est le numéro sur lequel tu es le plus fier éventuellement? Y a-t-il un numéro qui sort ou une réalisation particulière, ou le fait d'avoir apporté ou fait renaître un auteur, une série? Je ne peux pas dire juste un auteur parce qu'on travaille avec 150 auteurs. Donc, moi, mon objectif avec la rédaction, c'est qu'on mette nos auteurs dans les meilleures conditions pour créer les meilleures bandes dessinées possibles. Donc, forcément, il faut qu'on soit comme des coachs, quoi. Accompagner leur création. Les masseurs, les petites masseuses et tout, Voilà. vous les chouchoutez? Ça dépend. Chaque auteur a des besoins spécifiques. Il y en a qui veulent travailler dans leur coin et pas être embêtés. Il y en a qui veulent des retours permanents sur ce qu'ils font. Ce sont des personnalités toutes très différentes. Alors, je ne peux pas citer juste un auteur, c'est un travail d'une équipe et les interactions entre les auteurs sont importantes. Je dirais qu'il y a un numéro qui m'a marqué parce qu'il était en plein cœur de l'épidémie l'an dernier. C'était l'ouverture de Bercovici, des femmes en blanc, et on avait simplement titré des applaudissements pour les femmes en blanc. Et c'est le numéro qui a eu le plus de succès en kiosque l'année passée. Il était pile au bon moment. En fait, on l'avait prévu de toute façon parce que c'était la semaine ou la journée mondiale des infirmiers, des infirmières. Et c'est tombé, c'est une espèce de magie, parfois des conjonctions d'événements. Et on est tombé vraiment au bon moment pour donner un petit coup de boost au moral des gens. Donc c'est un numéro dont je me souviens avec beaucoup de joie. Après, quand on fait ce boulot, le meilleur numéro, c'est forcément celui de la semaine qui suit, quoi. Si on n'a pas cette envie-là, autant arrêter tout de suite. Donc moi, j'espère que le meilleur numéro sera celui de la semaine prochaine. Quelle est la couverture de celui de la semaine prochaine? La semaine prochaine, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. C'est vrai. Si je le vois nulle part traîner, je m'étais dit que... Non, il n'est pas encore imprimé. On est vendredi, donc... Ce sera le sommet de l'animation de l'été. Et le sommet de l'animation ce de sera l'été. une couverture vraiment très originale. Très original, d'accord. Si le roman photo vous a plu, la couverture vous plaira. Ah oui, non, rien. Mais je peux rien dire de plus, sinon Oui, d'accord. on va gâcher la lecture. Quelle est par contre, y en a-t-il une d'abord, la plus grosse déception que tu aies eue depuis 2 ans que tu travailles ici, ou l'échec, ou le numéro sur lequel tu aurais souhaité et que malheureusement, ben voilà. S'il y en a. Non, je dirais pas qu'il y a ça. En fait, ce qui est parfois frustrant, c'est que c'est très difficile d'exister en kiosque de nos jours. La principale source de lecteurs du journal, ce sont les gens qui sont abonnés. Donc on a beaucoup progressé en termes d'abonnés depuis 1 an. Donc ça représente très... combien plus ou moins? Plus 7%.
Et tu as une idée du nombre d'abonnés? 3000 personnes en plus. Ah oui, ok. Donc c'est énorme, donc on était très contents. Il y a une part certainement due à la période de confinement, etc. J'ose croire que c'est aussi le bon travail fait par les auteurs et la rédaction. À mon avis, c'est un mélange des deux. Alors la seule chose qui est un peu frustrante, c'est que c'est très difficile d'exister en kiosque parce que les kiosques ont tendance à fermer. En France, chaque année, il y a 1000 kiosques qui ferment. Donc vous pouvez faire la meilleure couverture de tous les temps. Pour y avoir une couverture faite par le Pablo Picasso moderne, vous n'en vendrez pas plus. Et ça, c'est très dur. Parce que c'est juste une mécanique, comme une mécanique de fluide, en se disant, ben voilà, il n'y a plus de kiosque pour le vendre, donc si les gens ne trouvent pas le journal, ils ne savent pas l'acheter. Ça, c'est la chose qui m'a frustré. Mais c'est un peu en dehors de notre sort. Parfois, on dit, cette couverture, c'est la meilleure depuis au moins 2 ans. Et derrière, on a des chiffres de vente qui sont à peu près stables, alors qu'on trouve que c'est une couverture qu'on a envie d'encadrer. La presse souffre, malgré tout. Nous, on a la chance de progresser en termes d'abonnés, mais c'est difficile de nos jours d'exister en kiosque. C'est difficile pour tous les journaux. Certains progressent, d'autres baissent. Nous, on a la chance d'être dans ceux qui progressent. Oui, il y a quand même des magazines qui renaissent, d'autres qui disparaissent. C'est ça. Il me semble que j'ai vu que Métal Hurlant allait ressortir. Ce qui est évidemment absolument pas le même public. Non, et puis mais enfin, c'est une autre temporalité. C'est une autre temporalité et tout. Ce sont des trimestriels. Nous, c'est toutes les semaines. Ça fait 2600 pages par an de création, donc c'est notre cadence. Quoi. Alors, 2600 pages divisé par 52, ça fait quand même un nombre de pages limité. Oui. Dupuis possède plus que ça au niveau des auteurs. Oui. Comment se passe la sélection des auteurs qui vont avoir droit à une prépublication et les contacts avec eux? Est-ce qu'il y a des auteurs qui viennent te voir en disant « Ah ben voilà, moi, mon album est quasi fini, je voudrais bien qu'il soit prépublié chez Spirou » ou bien c'est toi qui, avec ton équipe, qui choisit? En fait, effectivement, il y a plus de livres qui sont édités par Dupuis que de place dans le journal. Donc on veille à ce que dans le journal, il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas 2 histoires qui se ressemblent ou deux types de récits qui soient adressés à un même genre de public. Parce qu'on a des lecteurs, c'est l'avantage d'avoir une longue histoire, on est à la 84e année de Spirou, on a des lecteurs de plein d'âges différents. On a des lectrices et des lecteurs de 7 ou 8 ans qui commencent à lire, on a des lecteurs de 80 ans qui sont abonnés depuis 60 ans. Oui. Donc dans notre sommaire, on doit faire attention à donner du plaisir de lecture à toutes ces couches de lecteurs. Donc par exemple, je ne peux pas mettre 3 récits d'aviation en même temps. Voilà, c'est ça. Donc je n'aurai pas un Black Show 3 avec les nouveaux Bugani. Par exemple. Ça, je trouve que ce serait déséquilibré. Ou 2 histoires en même temps d'auteurs qui sont dans la trentaine et qui ont des inspirations au confluent de la BD, du manga, du comics, etc. C'est comme faire un menu de restaurant. Si à votre carte, vous mettez que du poisson, si vous travaillez en bord de côte, ça va, mais ce n'est pas possible pour veiller à ce que tout le monde n'ait plus faim à la sortie du restaurant. Donc pour Spirou, c'est la même chose. C'est un équilibre. Est-ce que c'est le moment où on a de la place? Donc parfois, c'est difficile, mais on doit dire cet album-là, on le trouve vraiment bien, mais il ne tombe pas au bon moment pour nous, et donc on ne le montrera pas au lecteur. Je dis plus souvent non que oui, en fait. C'est ça qui est un peu dur dans ce boulot-là. Comment réussis-tu à dire non lorsque tu as un auteur qui vient et qui te dit moi j'aimerais bien? Il faut être honnête avec soi-même et avec l'auteur. Il faut dire ce n'est pas une question que ton travail ne nous intéresse pas, c'est qu'il n'arrive pas au bon moment pour le journal. Ce qui n'empêche pas éventuellement de publier malgré tout chez Dupuis. Bien sûr, oui. Donc, voilà. En fait, nous, on s'occupe du journal, mais il y a une équipe de 6 éditeurs qui travaillent pour faire des livres d'abord. Et donc, oui, parce que tu as des collections différentes, tu as Airlivre, il y a des collections différentes. Il y a des collections pour plus jeunes publics qui sont des plus petits formats aussi, comme Animal Jack, c'est un plus petit format, c'est une super chouette série, mais ça n'est pas adapté à notre gabarit. Donc, on doit jongler avec ça aussi. Et donc, ce sont des choix qui sont parfois difficiles, mais on veille à... Le maître mot, c'est l'équilibre du sommaire, en fait. C'est qu'il y ait de l'humour, de l'aventure et des styles différents. Et pas 2 récits qui se ressemblent en même temps. Quel serait le projet que tu aimerais réaliser dans le futur? Que ce soit pour Spirou ou bien dans le monde de l'édition? Parce que tu as écrit, tu as fait des conférences, tu as animé des conférences, tu as quand même fait énormément justement dans le monde culturel, on l'a dit tout à l'heure. Ce qui nous manque le plus, c'est faire des rencontres avec les auteurs et les lecteurs. Clairement, depuis 1 an et demi, on n'a pas pu faire ça. On avait enclenché un principe qui devait prendre de l'ampleur et qui n'a pas pu en raison de la pandémie. C'était les rencontres insolites qu'on a fait au Festival Spirou en 2019. L'idée était de sortir un peu du cadre habituel. Quand on rencontre un dessinateur ou une dessinatrice, c'est souvent dans une séance de dédicace. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait la file, on parle 2 minutes, et puis on a un dessin et au revoir, salut. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Donc, ce qu'on avait mis en place à cette occasion-là, c'était faire un moment d'1 heure où un auteur et des lecteurs partageaient une expérience
insolites. Donc, par exemple, Libon, qui est un des auteurs du journal de Spirou, qui, comme hobby, fabrique des instruments de musique. Mais il avait été visiter le musée des instruments de musique, accompagné de quelques lecteurs. Et donc, on dépassait juste la rencontre de fans à hauteur. Ouais. Ils partageaient un moment spécial. Et c'était amusant aussi pour l'auteur. Donc ça, c'est des choses qui nous ont manqué et qu'on aimerait réactiver dans un futur pas trop lointain, si la situation sanitaire nous le permet. Ça, c'est un beau projet, je crois. Une fête de la BD cette année? Non. Non, mais en fait, parce que les conditions d'organisation ne sont pas encore rassemblées. Par contre, on va faire le festival Spirou, mais on va le faire dans un endroit insolite, hein, comme quoi je suis un peu cohérent. Oui, oui. On va le faire au parc d'attractions Spirou en Provence, au mois de septembre. On est invité. Avec plaisir, vous pouvez venir. Ouais. Oh oui. Ce sera le 11 et 12 septembre. Et donc, on fait un essai, on se dit on a la chance d'avoir un parc d'attractions qui porte notre nom et qui partage beaucoup de nos héros. Et on s'est dit, allons faire les marioles là-bas aussi, quoi. Donc il y aura une vingtaine d'auteurs, il y aura des animations de dessins live, des signatures en dessous des attractions, parce qu'il y a une attraction d'Orglub, il y a une attraction Spirou, il y a une attraction Marsupilami, etc. Et on va essayer aussi d'être dans le Guinness Book des records. J'imagine déjà la séance, la capsule derrière le masque. T'imagines? Soyez les bienvenus. on va essayer de faire la première séance de dédicace jamais faite dans un roller coaster. Oula. Ouais. Qui va le dessinateur qui va s'y mettre? C'est Libon, il a accepté. Ça ne m'étonne pas trop. Il est assez fou c'est très cavalier de l'Apocalypse. Oui, tout à fait. C'est ça qui est... Donc, on ne garantit pas le résultat du dessin, mais par contre, on garantit le résultat du rire. Ça, à mon avis, oui. En parlant justement des auteurs et tout, si tu pouvais attirer ou avoir un auteur ou un scénariste, dessinateur ou autre, que tu n'as pas encore dans ton équipe, je vais me fâcher avec 150 auteurs si je réponds à cette question. Alors, justement, tu peux utiliser un joker si tu veux, mais justement, quel serait l'auteur que tu aimerais? Un dessinateur pour le plaisir, parce qu'il y a souvent eu des portraits de Spirou par des grands dessinateurs de chaque génération. Il y a eu la très belle gouache de JG, il y a eu le portrait à la plume par Franquin. C'est quelqu'un qui fait plus vraiment de bande dessinée, mais je serais super heureux qu'il nous dessine un Spirou. C'est Jamie Hewlett, un dessinateur anglais qui est le créateur graphique de Gorillaz. Alors si un jour il veut nous dessiner une jolie tête de Spirou, même pour juste une affiche, je suis d'accord. Il est le bienvenu. Si jamais il regarde nos capsules, on peut espérer, on ne sait jamais, ça pourrait être intéressant. Il y a toujours moyen de faire passer des petits messages comme ça. Qui sait? Petite question un peu sensible. Demain, si subitement tu n'étais plus rédacteur en chef de journal Spirou, que ferais-tu? J'y ai pas encore pensé, mais... Monsieur Dupuis, excellente nouvelle. Voilà, je crois que je resterai dans un domaine culturel parce que j'ai fait la plupart de mon parcours professionnel dans ce domaine-là. Je pense que c'est principalement là-dedans que je ne suis pas mauvais. J'ai déjà pu faire un peu dans le domaine de l'organisation, théâtre, musique, etc. Donc sans doute que je retournerai vers ce domaine-là, mais je ne sais pas. Sincèrement, j'y ai pas pensé parce que même si ça fait 2 ans en Spirou, j'ai l'impression que j'ai rien fait. Donc, ça sera pour 2050 probablement, on n'est pas pressé. Non, mais on verra bien. À un moment, on a une date de péremption dans cette fonction. On est prié de prendre soin d'un journal mythique, de faire ça convenablement, mais à un moment, il faut savoir passer la main. Je ne crois pas déjà être arrivé à ma date de péremption, mais on ne le sait pas, elle est inscrite dans le dos et forcément, on ne peut pas la deviner. Si tu avais une petite anecdote ou bien un numéro qui sort du lot dans les anecdotes. Oui, l'année passée, on a fait 2 numéros assez dingues. Donc, on en a fait un où, en écho à Spirou chez les Soviets, tout le journal était contaminé par le gène du communisme. Et donc, on s'est permis de faire une couve constructiviste et tout. Donc, on a été très très loin dans le délire. Et cette couverture a été reprise pour des éditions étrangères à la place du dessin de Tarin. Donc, c'était assez drôle. Et puis, quelques semaines après, on avait la chance que le 1er avril tombe un mercredi. Donc, on a fait un énorme poisson d'avril en annonçant à la place de l'édito qu'on avait été racheté par Disney, comme Disney rachète à peu près tout. Oui, je me rappelle. Et il faut savoir que ça s'est remonté très haut, puisqu'il y a la directrice financière... De Disney pas de Disney, du groupe auquel Dupuis appartient, qui a appelé notre directeur général en disant « Mais tu aurais pu me prévenir de ce changement d'actionnaire. » Donc je veux dire, c'est vraiment qu'on avait bien fait notre poisson d'avril, parce que jusque dans les plus hauts postes dans notre groupe éditorial, des gens ont été pris à l'hameçon du poisson d'avril. Donc, ça, c'est plutôt amusant.
Ouais, j'aurais bien vu alors à ce moment-là un convoi de grosses berlines noires de Disney sortir ici, un peu comme Spirou l'a déjà connu dans certaines de ses dernières histoires. On s'est vraiment bien marré parce que donc, notre directeur général, nos directeurs commerciaux, le directeur commercial on fait une photo, une fausse signature de contrat. Donc on a vraiment poussé loin la blague jusqu'à annoncer que plusieurs de nos séries deviendraient des comédies musicales, etc. Et plein de gens y ont cru. Et je sais qu'il y a un groupe de fans du parc Spirou, il y a un forum Facebook qui existe toujours, où les gens sont persuadés que c'est vrai, en fait. Donc une espèce de complotisme comme quoi on a vraiment été racheté par Disney. Or, c'est pas vrai, c'était une blague. Ok. Eh ben, en tout cas, un tout grand merci. Avec grand plaisir. Dernière question, y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, je ne sais pas. Non, c'était assez complet, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. C'est à toi de décider, voilà. c'est à toi de voir. Je ne pense pas. Généralement, on me demande quand est-ce qu'est la fin de telle série ou telle série. Ça, je n'ai pas eu, donc ça, c'est pas mal. C'est toujours compliqué. J'essaye de faire quand même des questions que je ne trouve pas ailleurs non plus. Et puis, je vais avoir une petite larme dans quelques semaines, dans quelques mois. Malheureusement, comme des centaines de milliers de lecteurs, puisque on sait qu'un des auteurs historiques de la maison a eu la classe et vraiment l'élégance. C'est amusant parce que ce mot élégance, tu l'as utilisé tout à l'heure à d'autres. Et voilà, donc ça me marque. Ça, c'est très difficile pour nous à envisager, en fait, parce qu'on n'a jamais eu un cas de figure comme celui-là. Et donc, c'est très intime comme décision de la part de Raoul. Et voilà, ça nous rappelle notre condition. On sait que ce qui fait que la vie est belle, c'est qu'un jour elle s'achève, en fait. C'est qu'elle n'est pas infinie. Et pouvoir choisir le moment où on dit qu'on va s'éclipser, c'est vrai, c'est une forme d'élégance. Nous terminerons sur ces paroles-là et nous reprendrons alors simplement rêver pour garder l'espoir malgré tout. Je pense que cette petite phrase ira parfaitement avec la fin. Donc, un grand merci en tout cas pour ceci. On va peut-être en profiter pour essayer de faire un petit tour, une petite visite des bureaux si on peut. Et rendez-vous à la prochaine capsule. J'ai déjà une idée de qui ce sera, mais comme d'habitude, je ne dis rien. Je vous garde la surprise. Et d'ici là, bonne semaine de vacances. Au revoir. Au revoir.